à nos partenaires qui ont trouvé que c'était une excellente analyse. Et ils nous ont dit, on est d'accord, on peut maintenant vous demander de développer un programme. Mais en choisissant de mettre des priorités sur ces pôles économiques. Alors nous avons donc fait l'étape de priorisation et nous avons mis les pôles Casamance et Fleuve comme étant les pôles prioritaires. Et donc nous avons fait les études dans ces pôles-là pour voir sur quoi il faut agir dans ces pôles, dans ces domaines-là pour en faire de véritables pôles économiques. Et c'est ça un peu la substance et l'essence du programme de MCA Sénégal. Aujourd'hui dans le nord du pays, sur quoi travaillez-vous en priorité? Nous avons d'abord essayé de voir les contraintes en termes de situation actuelle et de futur. Vous connaissez la zone et un potentiel énorme en potentiel agricole. Mais ce potentiel agricole, deux contraintes la limitent. La première, c'est les contraintes d'infrastructure. Beaucoup de zones sont enclavées. Déjà, même la route nationale est une contrainte. Elle ne peut pas supporter tout le trafic que vous voulez le faire supporter si vous devez développer l'agriculture. Donc cette dorsale, elle est essentielle. C'est la route qui quitte Saint-Louis jusqu'à Bakel. Nous avons étudié toute cette dorsale pour voir comment la rendre plus fonctionnelle et la rendre plus développée. Nous avons dit que de cette dorsale-là, il faut aller vers les zones de production. C'est-à-dire aussi bien côté Djeri que du côté Wallo. Par exemple, les ponts qui sont très importants, le désenclavement de l'île à Morphine. Nous avons fait toutes les études pour voir tout cela. Et nous avons construit donc tout ce qu'il faut faire en termes d'infrastructures structurantes, en termes de routes, en termes de ponts, dans cette zone. Et nous l'avons évalué. Nous avons fait également l'autre constat, c'est que tout le monde dit qu'il y a 100 000 hectares, 200 000 hectares dans la vallée, on aurait pu atteindre l'autosuffisance. Mais on ne vous dit pas pourquoi on ne le fait pas. Parce que ces 240 000 hectares, tout ce qui est terre le long des cours d'eau est occupé. Tout est occupé par les privés, les individus, les villages. Ils se sont arrangés, ils l'ont exploité parce qu'ils accèdent à l'eau. Là où le problème se pose, c'est dans les zones qui sont les plus éloignées, dans les Kolangal, dans les Koladé, qui sont à des distances. L'eau n'y arrive plus. Et on ne peut pas, avec les petits moyens, l'irriguer. Donc il faut les aménager. Ça demande des études, ça demande des investissements. L'autre, ça c'est pour le Podor et pour Matam. Donc il faut développer des cuvettes, il faut aménager des cuvettes. Il faut les étudier. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aussi en 1 an ou 2 ans, c'est des choses très sérieuses. Tant qu'on ne les étudie pas et qu'on ne les aménage pas, on ne règle pas le problème. Donc il faut arriver à ce que l'eau puisse quitter le fleuve pour aller dans les Tchangol, dans les rivières, où en fait c'est à part de ces rivières-là que les terres pourront être irriguées. Troisième chose, si vous prenez le delta du fleuve Sénégal, vous avez aussi toutes ces rivières, que ce soit le Gorom, le Lamsar et tout ça. Ce sont ces rivières-là qui apportent l'eau au niveau des terres. Il y a énormément de terres. Il y a même beaucoup de terres qui sont aujourd'hui aménagées avec beaucoup d'investissements, mais qu'on ne peut pas exploiter à 100%, ni en année normale, ni même en double culture. Parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Parce que ces axes hydrauliques sont enherbés. Il y a énormément de sable. Le niveau de protection est très faible. Pour peu, ça déborde, ça inonde. Et donc, cette question-là, il faut la régler. Alors, donc, et ce n'est pas des choses nouvelles, c'était connu. Depuis le PDRG, on n'a pas mis les moyens, on le savait, mais on n'a pas investi là-dessus. Donc nous avons dit, voilà la chose structurante. Parce que là, c'est un bien commun. Quand tu le règles pour tout le monde. Donc nous avons mis le focus sur ces adducteurs d'eau. Que ce soit le Gorom, le Lamsar, le Gandiolé, pour que ces réseaux-là soient recalibrés pour pouvoir supporter beaucoup plus d'eau, pour avoir un niveau d'eau plus élevé, qui va réduire le coût de pompage, qui va permettre aux gens de cultiver toute l'année et qui va permettre d'étendre les superficies cultivées. Donc c'est ça l'investissement structurant que nous allons faire. Nous allons presque dépenser plus de 70 milliards là-dessus pour nous assurer qu'on le fait de manière durable et définitive. Est-ce que c'est déjà fait? C'est en cours. C'est en cours, les entreprises sont en train de faire le boulot. Deuxième chose qu'on a dans le delta, qui est la zone vraiment la plus importante pour produire du riz, c'est que pendant longtemps, on a négligé l'assainissement. C'est-à-dire que c'est une zone où il y a du sel. C'est une zone énormément de superficie cultivable. Mais le sous-sol est salé. Parce que pendant des siècles, vous vous rappelez, la mer remontait. Et en remontant, elle a déposé tout le sel au niveau de la nappe. Quand vous faites de la riziculture, vous faites remonter le sel. Et ce qui fait que les terres sont en train de saliniser. Et si vous n'avez pas un système pour le drainer, pour le sortir, vous allez détruire tout votre système à moyen long terme. C'est cela qui s'est passé d'ailleurs dans beaucoup de pays qui a fait disparaître des civilisations comme la Mésopotamie et autres, parce qu'on n'a pas eu cette vision de développement durable. Et donc, il fallait faire ce qu'on appelle l'émissaire du delta. Ça aussi, c'était connu depuis le PDRG.
C'était connu que c'était un risque, mais on n'avait pas pu le faire parce que ça demandait des moyens. Donc nous avons dit, c'est là il faut mettre le package. Donc on va faire l'émissaire du delta pour collecter toutes les eaux de drainage et les amener vers la mer. À partir de ce moment-là, on rend possible d'avoir de l'eau, mais on rend possible aussi de le sortir. Et donc on rend viable pour toujours en fait, le système d'irrigation. À partir de ce moment-là, l'initiative privée, les individus, tout le monde peut venir développer l'agriculture. Mais tant que ces questions préalables, structurantes ne sont pas réglées, on aura beau dire qu'on a 100 000 hectares, il faut aller cultiver, les gens vont faire des aménagements. 2 ans après, ils vont s'arrêter parce que la productivité va baisser. Ou bien personne ne va venir parce que quand tu vas faire analyse économique sérieuse, quand tu es un privé, tu vas tout de suite te rendre compte que dans 10 ans, tes terres vont être salées et que tu ne pourras plus continuer à être rentabilisé. Et ce travail que vous êtes en train de faire, aujourd'hui on connaît la question foncière qui est fondamentale au Sénégal. Est-ce que cette question est réglée? Nous avons effectivement pensé que lorsque nous réglons ces questions, ça va attirer beaucoup de gens. Parce que le privé qui veut venir, au fond, il a beaucoup hésité parce qu'il sait qu'il y a ces questions qui ne sont pas réglées en amont. Et lorsque nous allons le régler, ça va les attirer. Alors nous avons dit, cet attrait-là est presque naturel, automatique. Il faut au préalable donc s'assurer qu'on sécurise les populations. Donc c'est pourquoi à côté de ce programme d'infrastructure, nous avons un programme qu'on appelle un programme de sécurisation foncière. Et dans ce programme de sécurisation foncière, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous avons déjà dans la première phase dépensé presque l'équivalent, plus d'1 milliard de francs CFA pour cartographier tous les sols. Chaque parcelle de terre, on peut vous dire ça appartient à qui. Et toutes ces parcelles, tout cela a été fait, les collectivités locales ont été renforcées, on leur a donné des moyens et des outils. Chaque individu sait à quelle parcelle ça appartient à qui. Et on est dans un processus de leur donner des papiers qui les sécurisent, qui fait que personne ne peut demain venir reprendre ces terres chez eux parce qu'on les aura sécurisées. Le reste, qui n'est pas occupé, en ce moment, les conseils ruraux et les autres peuvent... Est-ce que ce travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui est fait en collaboration avec la commission qui est mise en place pour la réforme foncière? Parce que le gouvernement envisage de mettre en place ce que s'appelle un code foncier. La commission va beaucoup se baser sur notre travail. Le président de la République nous a dit de nous rapprocher de la commission et nous sommes membres de certaines structures de la commission, des structures techniques. Et donc notre travail est un travail, disons, opérationnel, préalable, une phase pilote sur laquelle la commission peut s'appuyer pour maintenant faire la réforme. C'est pourquoi nous avons établi des échanges pour fournir à tout le monde, y compris dans toute l'administration, parce que ce travail dont je vous ai parlé, ça a été fait, validé au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Les autorités, les plus hautes autorités, y compris jusqu'au niveau du président de la République, sont au courant de ce travail et le supportent et estiment que c'est une phase qui peut montrer comment ça va se faire. Et donc ce travail-là, on est en train de l'articuler et je pense qu'avec la commission, on pourra donner plus de poids. Mais l'idée fondamentale pour nous, c'est que les questions foncières doivent être réglées à des échelles de proximité. C'est peut-être la commission va avoir quelque chose de standard ou de cadre, un plan cadre, mais il faut des approches participatives localisées. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer dans notre approche. C'est des processus de négociation au niveau de la base. C'est aux populations dans chaque zone de réfléchir sur les critères d'affectation, sur les conditions, sur les modalités, et après de le formaliser sous des formes contractuelles et d'avoir l'aval de l'autorité d'État. Donc de ne plus faire les choses du top-down, mais de le faire du bottom-up. Et c'est ce que nous avons testé avec cette approche et on a d'excellents résultats. Donc nous pensons le partager avec la commission et nous pensons que les personnes qui sont dans cette commission sont des gens extrêmement Dans le cadre de votre travail dans le nord du pays, vous voulez refaire la route Saint-Louis jusqu'à Bakel. Aujourd'hui, il y a une nouvelle route qui se met en place. C'est la route Linguère-Matam. On voit de plus en plus les gens emprunter cette route-là. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus les gens empruntent la route Linguère-Matam parce qu'ils économisent pratiquement plus de 250 km ne pose pas de problème à ce que vous êtes en train de faire? Non, ça ne pose pas de problème parce que nous avons intégré cette route-là dans l'analyse de rentabilité depuis le début. Nous avions considéré à l'époque que cette route Matam-Linguère est déjà acquise. Et donc, il y a beaucoup de choses pour le côté Matam qui est important. Nous n'allons pas d'ailleurs faire toute la route de Ndioum de Richard Toll à Bakel. Nous allons faire une partie et l'autre partie, le gouvernement est en train de chercher d'autres ressources financières pour le réaliser. Mais nous avons fait toutes les études. C'était pour que le gouvernement puisse avoir la facilité de le faire. Jusqu'à Ndioum, nous allons élargir la route et avoir des standards. Après, le trafic va être moins important. Peut-être que la route sera reprise avec des standards moins larges parce que les gens vont passer, les autres vont passer par Linguère pour redescendre. Par contre, jusqu'à Ndioum et après Ndioum, le trafic par Ndioum-Saint-Louis est beaucoup plus intéressant que de retourner, de repasser par Ourossogui et de reprendre Linguère. Donc, ça donne aux gens plusieurs opportunités. En fait, un pays, c'est ça. Il faut que les gens aient plusieurs options en termes de déplacement. Et ce que nous imaginons, à savoir, lorsqu'on va développer la vallée,
le nombre de camions qui va y sortir avec les productions, ce sera extrêmement important. Il faudra beaucoup de trafic. Et donc, ce trafic-là, c'est important qu'on puisse le dispatcher entre la route Linguère-Matam et la route Saint-Louis-Richard Toll. Et puis les échanges également commerciaux vont se faire de part et d'autre. Nous étions au nord, descendons au sud aujourd'hui. Vous intervenez aussi au sud, à Casamance surtout. Les gens savent que la plus grande question qui se pose aux gens du sud, c'est l'enclavement. Exactement. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Là également, on revient à la même chose. Le secteur le plus porteur, l'un des secteurs les plus porteurs, c'est l'agriculture. Ce qu'on fait dans le nord. Mais également dans le sud, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture dans le sud n'a pas trop de problèmes en termes d'eau, comme je l'ai posé dans le nord. Là-bas, on a suffisamment d'eau. On a des sols qui sont très bien. Mais la contrainte, c'est, comme vous l'avez dit, les infrastructures. Mais l'infrastructure la plus importante là-bas, c'est quoi? C'est la RN6, ce qu'on appelle la route du sud, qui relie Ziguinchor à Tambacounda. Cette route du sud-là, elle n'existe presque pas. Elle est dans un état délabré. Et depuis qu'elle n'existe plus, toutes les activités de la zone sont complètement déstructurées. Donc nous comprenons que c'est cette route-là qu'il faut d'abord refaire, c'est la dorsale. Elle est très coûteuse, il y a eu beaucoup de difficultés pour l'État à trouver des financements. Nous en avons fait notre priorité dans ce programme-là. Aujourd'hui, c'est cette route-là que nous allons reprendre. Non seulement la reprendre, mais la reprendre avec des standards qui permettent qu'elle soit très durable. Cette route-là, non seulement elle n'existait plus, mais quand elle existait, elle a eu des impacts négatifs dans le développement agricole de la zone. Parce qu'elle a constitué une sorte de digue qui empêchait à l'eau de passer d'un côté comme de l'autre. Et ça a tué les terres de l'autre côté. Nous, en reprenant cette route-là, avec l'avis des populations, des écologistes et autres, on était obligés de tout reprendre. C'est un peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons eu à allonger nos délais, en partie, parce qu'on s'est rendu compte que si on la reprend avec tel qu'elle est, avec la même conception, on n'en profite pas pour régler le problème structurant qu'il avait créé. Pourquoi vous faites des ponts? Donc on va faire beaucoup de ponts, presque 19 ponts sur la route, là où il n'y en avait presque pas, pour permettre à l'eau de passer. Nous allons mettre des réseaux d'assainissement également, sur toutes les villes villages qui sont traversés, pour que la route ne les inonde pas. On a vu beaucoup de cas où après la route va inonder, et ainsi de suite. Donc ce travail-là a fait que d'ailleurs les coûts initiaux de la route en tant que tels ont augmenté de presque 30% du fait de la prise en compte de cette exigence environnementale et d'assainissement. Et après, maintenant, nous pensons que c'est ça qui est le plus important. Nous avons étudié donc toute la route. Nous allons la reprendre. Nous avons étudié également les besoins de routes transversales et nous avons cherché à avoir des articulations avec d'autres programmes qui vont, eux, faire toutes les routes transversales, y compris d'ailleurs le gouvernement dans ses projets prioritaires. Parce que même les pistes ne sont pas rentables dans la zone du fait que la grande route n'existe pas. Donc il faut d'abord que la dorsale, le dos, la dorsale soit bonne pour que tout le reste puisse suivre. Donc la Casamance, nous allons dépenser plus de 100 à 120, 150 milliards uniquement sur cette route-là, pour la mettre dans un niveau de standard élevé. L'impact que cela va avoir pour les populations? Énorme, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les productions sont en train de pourrir, faute d'avoir une route pour accéder à la RN6. Ce n'est pas de la RN6 que vous allez à Kolda, que vous allez au marché de Diaoubé, que vous allez à Ziguinchor. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui est installée à Ziguinchor, de femmes très, très braves, fait du vinaigre avec la mangue. Et le coût de revient est tellement élevé parce que les mangues qu'elle va ramasser pour en faire des vinaigres, elle est obligée de le faire avec de petites camionnettes, parce qu'il n'y a pas de route. Aujourd'hui, quand il y a la route et qu'elle peut le mettre sur des camions de 40-50 tonnes, vous voyez l'économie d'échelle qui va se faire. Et comment ça va impacter sur leur rentabilité, comment ça va faire tourner leur usine et comment ça va faire baisser leur prix et comment également, une fois qu'elles ont fait ces vinaigres, elles vont pouvoir le distribuer. C'est juste un exemple. Et ça, on peut le généraliser. Donc aujourd'hui, si vous allez dans le Balantacounda, c'est énormément de pertes. Vous êtes même écœuré de voir combien les mangues, combien tout cela est perdu, parce que simplement, on n'a pas de lieu. Et donc, c'est pour ça que nous disons que la route elle est structurante du développement de la zone. Une fois que vous l'avez, les intrants vont coûter moins cher. Parce que pour accéder aux intrants, c'est coûteux, parce que les gens les amènent difficilement. Déjà, pour avoir des intrants, ce n'est pas évident. Pour sortir la récolte, c'est un problème. Donc le temps de transport va être divisé presque par 4 ou par 5. L'accès va être possible. Vous pouvez faire des économies d'échelle. C'est ça en fait l'intérêt de la route. C'est pourquoi quand les gens parlent de route, c'est dans cet aspect qu'il faut en parler. Quand on dit que les routes sont importantes en termes d'économie, c'est en termes de temps, en termes d'efficacité, d'impact sur l'approvisionnement et d'impact sur la distribution des productions qui va être importante. Et beaucoup de projets ont été abandonnés dans la zone. Nous avons rencontré, lorsqu'on faisait l'étude, beaucoup de bailleurs et beaucoup d'entreprises qui ont dû abandonner leur projet après avoir fait l'étude.
de se rendre compte qu'ils auront des coûts de transport extrêmement élevés. Et donc aujourd'hui, en réglant ce problème-là, on crée une sorte d'appel d'air pour l'investissement dans la zone. Et déjà, on a déjà, nous, à eu fait des échanges avec certains investisseurs. Je parle lors de la dernière visite du président de la République au niveau des États-Unis, on en a parlé, où un groupe d'investisseurs, sur la base de la route que nous allons faire, dit qu'il est intéressé à créer une zone économique spéciale en Casamance. Parce qu'à partir d'une zone économique, à partir de la possibilité de drainer toute la production agricole dans la zone, des entreprises peuvent s'installer là-bas en Casamance et traiter sur place la production locale. Et pouvoir le réexporter dans le Sénégal, y compris également au Mali, en Guinée-Bissau, et ainsi de suite, parce qu'on est dans une position très stratégique. Et en plus de cela, nous allons aussi aider le marché de Diaobé à se restructurer. Nous avons fait les études sur les problèmes du marché de Diaobé. Ces études-là, nous avons tout étudié. Il y a des choses que nous allons faire, il y a des choses que nous allons donner au ministère du Commerce et d'autres bailleurs qui vont le compléter. Et ce marché-là, vous savez, c'est un marché sous-régional. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Nous allons restructurer le marché. Nous allons créer les voies d'accès. Nous allons créer des plateformes pour les gros porteurs. C'est déjà la première contrainte. Comment est-ce que l'économie d'échelle peut être améliorée avec des gros porteurs qui ont des stations? Et donc, nous allons dégager les gens de la route et avoir des stations où les gens vont pouvoir se mettre. Et nous avons donc étudié tout le reste à faire, à savoir les bâtiments, toutes les autres infrastructures que nous allons transférer à la culture locale ou bien à l'État qui pourra trouver d'autres bailleurs ou d'autres partenaires pour le réaliser. Ça, c'est la RN6 qui quitte Ziguinchor pour aller jusqu'à Tambacounda. Ouais. Mais beaucoup de transporteurs préfèrent aussi passer par la Gambie et venir. Il y a un projet de construction d'un pont sur le fleuve Gambie. Pour le moment, ce que les transporteurs disent, c'est vraiment que eux, ce qui les arrange, c'est vraiment ce contournement. C'est ça, c'est une continuité territoriale qui est